Nos routes de l'été sur lesquelles il va faire chaud aujourd'hui, vous le savez, pic de chaleur annoncé. J'ai même entendu canicule. C'est pas vraiment une canicule, parce que la canicule, ça fait appel aussi. Oui, non, c'est plus long et puis surtout c'est les températures nocturnes qui jouent aussi dans la canicule. Et là, les nuits sont relativement fraîches encore. Enfin, je ne sais pas du côté d'Albi, dans le Tarn, ça doit être quand même un petit peu chaud, mais chez nous, en tout cas, dans le nord de la France, là, voilà, juste au-dessus de la Loire, ça va encore, ça va changer. Et en Bourgogne, c'est terrible. Bon alors, chaud partout la France, normal. On va savoir maintenant si la ressource en eau est inquiétante ou non. On se pose la question de savoir si la France sera bientôt à sec. Sud Radio Question d'été. Et pour répondre à cette question, nous avons une vraie spécialiste de l'eau. Vous êtes un peu une aquaphile, quoi, avant votre métier, Emma Aziza. Bonjour. Bonjour. Parce que être experte hydrologue, ça veut dire... D'ailleurs, vous devez nager... absolument divinement. Est-ce que vous vivez un peu dans l'eau? Est-ce que, à force d'être dans l'eau mentalement, vous y êtes aussi physiquement? Alors, je pense que j'ai beaucoup grandi au bord des rivières, donc effectivement, ça a pas mal aidé. Maintenant, être spécialiste hydrologue, l'eau, c'est quelque chose qui recouvre différents milieux déjà. Ça peut être spécialiste de la pluie, spécialiste des débits dans les rivières, spécialiste aussi, et là on est plutôt hydrogéologue, mais je me balade un peu dans ces deux milieux. Des mouvements souterrains. Donc oui. des eaux souterraines, puisque c'est une science à proprement dit à part entière. On a aussi les hydrologues urbains, parce que l'hydrologie urbaine, c'est une vraie question dès lors qu'on a anthropisé le territoire, que l'homme est venu finalement tout urbaniser. C'est une autre fonction que va avoir l'eau sur les territoires. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Moi je travaille plutôt sur les sécheresses, inondations, surtout les extrêmes climatiques. Il y a des spécialistes, par exemple, des glaciers. Mais vous voyez, l'eau, on le retrouve dans tous ses états, partout sur la planète. Elle est essentielle à la vie humaine. Et donc, on en a besoin. Et puis, tous les hommes se sont toujours installés au bord des cours d'eau parce que c'était nécessaire à la vie sociétale. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un beau métier qui, je pense, a de l'avenir, vu les questions et les problématiques qu'on se pose. Oui, parce que l'eau, il faut le rappeler, c'est la première ressource et la première matière première utile à la vie. C'est ça. De toutes les façons, on est composé un peu plus de 80% d'eau nous-mêmes. C'est-à-dire que si on n'a pas d'eau, on peut vivre sans manger, mais on ne peut pas vivre sans boire plus d'un certain nombre de jours. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une question effectivement humaine qui se pose dès lors qu'on a des vraies problématiques sur la ressource en eau. Ce qui se passe actuellement, on en parlera plus tard. Mais quand on a des déficits hydriques dans les milieux souterrains, ce sont les milieux où on va pomper. Aujourd'hui, on est dans un système où on n'imaginerait plus ne pas avoir d'eau dans le robinet. Or, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, rappelez-vous, on avait eu plus de 100 jours où il y a eu des ruptures d'approvisionnement dans certaines villes en France et où les villes ont été finalement ravitaillées finalement en eau potable par des citernes. Donc, c'est plus un scénario de science-fiction, alors qu'on est vraiment habitué à avoir de l'eau dans notre douche, dans nos robinets, et que c'est quelque chose de normal. Et surtout, de l'eau potable et de qualité, puisque la qualité est vraiment vérifiée en France. Et effectivement, l'eau qui arrive dans notre robinet est comme par magie, parce que justement, il y a un énorme travail de traitement en amont. Elle est extrêmement potable. Et ça, c'est quelque chose qui est une richesse que l'on a en France et qui n'est pas le cas, malheureusement, dans de nombreux pays dans le monde. Eh oui, parce que si on devait, du jour au lendemain, dans notre société occidentale, se remettre à bouillir l'eau ou la désinfecter simplement avant de la boire, comme on le fait dans beaucoup de pays émergents, je pense que ça poserait des problèmes sociétaux énormes. C'est déjà le cas. La plupart des maladies sont propagées par l'eau. Pas la Covid, là c'est l'air. Oui, pour une fois, vous voyez, ça échappe. Il me semble que j'ai vu quelques publications scientifiques où justement les milieux humides quand même favorisaient la propagation. Voilà. Donc finalement, l'humidité dans l'air, c'est aussi des gouttelettes d'eau en suspension. Donc vous voyez, il y a quand même... Pas faux. Voilà, il n'y a pas que la dysenterie. Des vraies questions qui peuvent se poser en tous les cas. En tout cas, donc vous imaginez bien que l'eau, c'est central. Alors, avant de poser la question de la pénurie, à proprement parler, j'aimerais savoir si, historiquement, ce changement climatique qui est probablement la cause principale effectivement de ce souci on va dire de réserve d'eau dans nos pays. Est-ce que ce changement climatique, il est au niveau historique et même préhistorique, si on remonte dans le temps, est-ce que c'est cyclique en dehors du fait qu'on l'accélère par notre pratique humaine? Alors, oui, c'est cyclique en partie, puisqu'on a toujours eu des périodes glaciaires et des périodes de réchauffement. Et d'ailleurs, l'homme, l'être humain, est sans doute l'espèce vivante qui a le plus su s'adapter
justement au changement climatique, puisqu'il a été capable de s'installer dans les toundras, dans les milieux le plus reculés de la planète, et donc il a pu faire avec les éléments justement par sa faculté d'adaptation. Le problème, c'est que cette faculté d'adaptation qu'a eu l'homme pendant des millénaires, en fait, aujourd'hui, elle a tendance à s'amoindrir parce que justement, on vit dans une société occidentale où on a plus l'habitude de s'enraciner dans nos habitudes, dans notre quotidien, dans notre matérialité aussi. Et donc, pour nous, c'est beaucoup plus compliqué quand on voit effectivement, par exemple, une bordure littorale avec des eaux qui vont remonter et qui vont rentrer dans les terres. Et bien, effectivement, c'est beaucoup plus dur de se dire qu'on va prendre des dizaines, voire des centaines de maisons et qu'on va devoir les déplacer parce qu'on s'est sédentarisé et donc on s'est habitué à avoir des choses qui, normalement, finalement, sont des choses très fluctuantes sur la planète. Tout bouge sur la planète. Il n'y a pas un élément qui ne bouge pas sur la planète. Même ce que l'on appelle les hotspots, c'est-à-dire les points chauds volcaniques qui sont censés être les référents qui ne bougent pas à l'échelle de la planète, même cela bouge. Le sol bouge sous nos pieds à peu près 20 cm par jour, plusieurs fois par jour. On a des marées terrestres, on a des marées on a, si vous voulez, un système en mouvement permanent, un système extrêmement complexe dans lequel l'homme s'est installé et en fait, il montre aujourd'hui notre vraie vulnérabilité. Et il faut rappeler que les glaciers dont vous parliez, c'est un stockage de l'eau formidable, c'est-à-dire en dessous de 0 degré, l'eau se change en glace, tout le monde le sait, on l'a appris à l'école, donc c'est un stockage extraordinaire. En revanche, dès que l'eau est liquide, elle s'évapore. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre 100 degrés comme on peut l'imaginer. Dès qu'elle est liquide, elle commence à s'évaporer. Oui. Donc on a une zone de confort pour l'humanité située entre 0 et 15 degrés, grosso modo, où il y a la moindre... Donc c'est dans des zones froides qu'il y a le plus de stockage d'eau. En fait, on a un cycle de l'eau qui est assez magnifique, effectivement, qui se joue entre les évapotranspirations. C'est cette eau qui passe à travers les végétaux et qui va venir hydrater les végétaux et repartir dans l'atmosphère. On a cette évaporation directe du sol. On va avoir ces précipitations qui vont ensuite tomber, s'infiltrer dans les sols, ruisseler. Ce cycle de l'eau, il est assez fantastique et surtout, il est extrêmement équilibré dès lors qu'on ne vient pas justement mettre une patte, en l'occurrence la humaine, qu'on a largement mis et où on retrouve aujourd'hui un cycle de l'eau complètement dénaturé. Et donc, c'est là que se posent les vrais problèmes puisque nous, on a besoin de ce cycle de l'eau, on est au cœur de ça. Mais l'eau, elle s'évapore le plus, évidemment, dans les mers, dans les océans. C'est là que l'atmosphère pompe le plus d'eau ? Oui, c'est-à-dire que c'est un flux permanent d'évaporation. D'ailleurs, quand vous êtes dans les périodes de crue éclair méditerranéenne du sud de la France, vous savez, ces fameux épisodes Cévenol, la mer Méditerranée est quasiment constituée comme un lac, puisque le détroit de Gibraltar est extrêmement fermé. Oui. On a quelques dizaines de kilomètres, enfin 15 kilomètres, je crois. Et donc, si vous voulez, on va avoir un flux évaporatoire permanent, continuel, qui va apporter des masses d'air qui vont s'évaporer et qui vont constituer ces fameux énormes orages qui font jusqu'à 12 km de hauteur et qui vont s'épancher exactement et qui vont s'épancher sur les terres et qui vont se renouveler en permanence d'ailleurs de manière localisée et qui vont faire ce que l'on a connu dans le sud de la France avec ces fameuses catastrophes. Et donc on voit bien que ces réserves d'eau, que ce soit à l'échelle de la mer Méditerranée, des réserves océaniques, ont une logique et ont des cycles. Et donc, dès lors qu'on vient dénaturer le tout, effectivement, on vient finalement en payer nous-mêmes le plus lourd tribut, en fait. Oui, bien sûr. Alors, les premiers touchés, en dehors des usagers de l'eau que nous sommes tous, les humains, c'est toute la vie. Et quand on pense la vie, on pense aux végétaux, aux animaux d'élevage, notamment. Donc, on pense à l'agriculture. Et on a en ligne avec nous Henri Biespéré, qui est le vice-président de la FNSEA et éleveur de vaches laitières dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Henri Biespéré. Bonjour. Mais vous entendez ce que disait à l'instant Emma Aziza, c'est un peu inquiétant et notamment pour l'agriculture. Vous êtes évidemment en première ligne puisque l'eau est nécessaire à la vie, à la pousse des végétaux et je dirais les végétaux qui vont nourrir par la suite le bétail. Donc c'est vous les premières victimes de la sécheresse ? Oui, en tout cas, notre activité s'exerce avec les éléments climatiques et donc les fuites d'eau en font partie quand il y a de l'excès au printemps ou en hiver, comme quand il y a du manque en été. C'est ça, donc la plage, la fenêtre de tir, elle est étroite. Entre les inondations et la sécheresse, vous arrivez quand même à maintenir une activité à peu près normale.
on arrive malgré ça à maintenir une nourriture pour l'ensemble de la population, et on l'a vu même quand il y a des complications comme le Covid-19, mais l'agriculture est toujours présente pour fournir l'alimentation à nos concitoyens. Bon, vous avez vu qu'on a été un petit peu provocateur sur Twitter avec la question sécheresse, l'agriculture est-elle responsable? Je vous rassure, à plus de 80%, les Français disent non, hein, pour l'instant, de ceux qui votent sur notre petit sondage Twitter. Bon, c'était peut-être aussi pour leur faire prendre conscience que vous êtes plus victime que coupable. Enfin, c'est comme ça que vous le sentez, vous. Oui, alors on est victime tout à fait de ces fortes périodes de sécheresse, alors à la fois par le manque d'eau, mais aussi par l'intensité des températures, parce que on a entre 35 et 40 degrés, au-delà du manque d'eau, c'est aussi le pollen qui grille, par exemple, quand on est en période de fécondation des maïs, comme c'est le cas actuellement. Donc c'est un peu double peine, quoi. Bien sûr. Emma Aziza, dites-moi, vous, de votre point de vue, est-ce que l'agriculture, elle est uniquement victime, ou est-ce qu'elle est un petit peu coupable aussi, en tout cas de la gestion de l'eau particulière? Alors l'agriculture est absolument pas coupable de la sécheresse qui s'installe actuellement en France et qui depuis 4 ans persévère de plus en plus gravement sur nos territoires, puisque chaque année on bat des records historiques, et chaque année on a l'impression que ce record historique ne sera plus battu, que c'est un artefact dans l'histoire, alors que finalement on se rend compte que c'est en train de devenir notre quotidien. Donc je vous rappelle que la première fois qu'on s'est rendu compte qu'on avait un risque de fort canicule, et puis notamment un risque de sécheresse intense, c'était en 2003, avec notamment toutes les victimes qu'on a recensées. On pensait qu'on avait géré sur le plan sanitaire, et puis que ça ne se reproduirait plus, puisqu'on était dans une analyse statistique simple qui fait que, effectivement, habituellement, on peut avoir des périodes de sécheresse extrêmement importantes. Il y a certaines années, on a traversé le Rhin à pied, à sec. Donc on voit bien qu'on peut avoir dans l'histoire une variabilité naturelle. Ceci dit, quand cette variabilité naturelle se transforme et qu'on sort de la dimension statistique pour vivre chaque année la même chose, là on se dit qu'effectivement il y a un nouvel élément qui s'est mis à l'intérieur de la globalité. Et d'ailleurs, les 42 degrés qu'on a actuellement sur l'Arctique, qui sont absolument invraisemblables, les modélisations montrent que sans le changement climatique, c'est absolument impossible d'avoir ce type de température à ces telles latitudes. Donc on voit bien qu'on est dans un changement de paradigme, qu'il faut lâcher la statistique. On est en train de vivre aujourd'hui quelque chose, et donc c'est là où vous me parliez de l'agriculture. Il faut rebondir sur 2 questions. La première question, c'est effectivement le court terme. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on trouve pour effectivement aider nos agriculteurs qui nous nourrissent tous les jours et qui ont soif, leur culture et qui sont des grands consommateurs d'eau en France. Donc ils ne sont pas coupables d'être consommateurs d'eau, mais ils ont besoin de cette eau pour effectivement nourrir les terres, les bêtes, etc. Et nous nourrir in fine. En fin de ligne. Ça, c'est une question. Maintenant, c'est vrai que c'est une problématique globale, et donc il va falloir réfléchir à beaucoup plus long terme pour s'adapter, parce que en fait, si on ne s'adapte qu'à court terme, on répond à la question de l'année prochaine. Mais par exemple, prenons le cas de la viticulture, qui est un des secteurs les plus sensibles au changement climatique. Il y a cette question effectivement de s'adapter à l'année prochaine. L'année dernière, rappelez-vous, on avait, avec 46 degrés dans le Gard, vu des vignes qui avaient brûlé en l'espace d'une seule après-midi. On avait vraiment lyophilisé, pratiquement sur pied. Et donc ça, c'est effectivement une vraie question où il faut trouver des solutions. Donc changer de culture, passer à du multivariétal. Il existe énormément de solutions, travailler sur le goutte à goutte, etc. Mais il faut surtout travailler le long terme, parce que ça va devenir quelque chose d'habituel. Oui, si vous voulez pas que demain le vin soit remplacé par le mezcal avec des agaves partout sur le sud de la France, il faut s'en occuper. Allez, vous votez sur Twitter pour savoir si à votre sentiment l'agriculture est responsable de cette sécheresse, ou si elle y participe d'une certaine mesure. On se retrouve dans 1 minute pour continuer ce débat sur la France, bientôt à sec ou pas. On va voir tout de suite. Est-ce que demain le vin va pousser du côté du Danemark, la vigne va pousser du côté du Danemark et de la Suède? C'est ce qu'on se demande en ce moment avec nos grandes sécheresses, avec nos grands pics de chaleur. Henri Biespéré, qui est avec nous en ligne, le vice-président de la FSEA, qui s'occupe beaucoup de ces questions de variété d'ailleurs, de plantes, d'espèces animales pour le futur. Est-ce que vous voyez un large changement déjà dans le comportement des agriculteurs français sur le choix variétal, par exemple?
Oui, le changement est vraiment initié. Je crois que ce qui était dit par notre experte là, Emma Aziza, est acté, et à la FNSA on l'a bien acté, puisque maintenant tous les experts mondiaux du GIEC, là, du groupe d'études pour le climat, l'ont bien mis en avant, et on partage tout ce qui a été dit sur cette courbe du réchauffement climatique. Juste pour préciser quand même, parce que j'ai entendu quand même des mots, agriculture grande consommatrice d'eau, l'agriculture consomme un peu moins de 2% des 180 milliards de mètres cubes qui sont le total des ressources que l'on a dans notre pays. Donc c'est pas quand même des grosses consommations. Hein. Vous voulez dire sur l'ensemble de l'eau qu'on a, vous n'en prenez que 2%? Moins de 2%. Oui, voilà, mais peut-être qu'au total, ça fait quand même pas 100%, parce qu'il y en a beaucoup qui est gâché de cette eau, qui ne va pas dans la consommation. Non, non, mais il y en a une partie effectivement qui tombe, qui ruisselle et qui part directement aux qui est non négligeable. C'est pour ça que, le regret qu'on peut avoir quand même, parce que ce qu'il faut, c'est se tourner vers les solutions. Donc, on partage le fait que les cultures vont sans doute s'adapter. On a des dates de semis pour les cultures de printemps qui sont de plus en plus avancées, du fait justement des températures douces qui arrivent maintenant dès fin mars. Et du coup, les moissons, les récoltes, les vendanges sont avancées aussi. Cette année, il y a 15 jours d'avance à peu près partout sur les récoltes. On voit les récoltes de raisins qui s'avancent aussi. Maintenant, il n'est pas rare, après le 15 août, que des vendages commencent ici ou là dans des coins de France. Donc les chercheurs font aussi des semences qui seront mieux adaptées au climat que l'on a, et on parle beaucoup aussi de semences à l'avenir qui sont moins consommatrices d'eau, et de cultures comme le maïs qui est souvent mis en avant, dont les possibilités pour la plante de mieux valoriser l'eau qu'elle a autour d'elle sera plus importante. Mais ce qu'on peut regretter quand même, c'est que depuis 20 ans en France, contrairement aux 25 ans précédents, donc la fin des années 2000, on a construit en particulier dans notre sud-ouest un certain nombre de retenues collinaires pour retenir tous ces excès d'eau qui tombent l'hiver et qu'on regarde passer. Oui, des petits réservoirs, on en voit partout dans les campagnes françaises, des réservoirs, des mini-réservoirs d'eau. Et depuis 20 ans, on ne peut plus en faire. Et ça, on peut le regretter. On sait qu'il va y avoir un déficit hydrique important sur les bassins d'eau, qui vont poser des problèmes d'ailleurs pas que à l'agriculture, mais aussi à l'assainissement des villes, puisqu'à un moment, les stations d'épuration ne pourront plus suffisamment diluer. On a des projets qui sont en stock depuis maintenant 20 ans et qui ne voient pas le jour parce qu'il y a encore des réticences, il y a encore des enquêtes, des surenquêtes, des avis ministériels qui divergent. Ça, c'est intéressant. Emma Aziza, vous avez un avis là-dessus certainement. Pourquoi est-ce qu'on a freiné ces retenues d'eau, en fait, campagnardes, je veux dire des petites, on ne pense pas à des lacs de retenue, on pense à des étangs. Alors voilà, il y a deux types de retenues collinaires. Effectivement, il y a les retenues collinaires localisées qui peuvent effectivement venir apporter un supplément d'eau localement. Maintenant, la vraie problématique qui s'est posée ces 3 dernières années, c'était le fait de construire des grandes retenues collinaires pour venir lutter contre cette sécheresse. Pour moi, à mon échelle, en tous les cas, c'est ce que je constate, c'est que ça fait partie des solutions à court terme qui n'ont pas une vision à long terme. Tout simplement parce qu'on donne le sentiment aussi à l'agriculteur que finalement, il peut consommer la même quantité d'eau que d'habitude. Au lieu de changer son comportement. Au lieu de changer le comportement et au lieu de basculer sur un autre type d'irrigation. Deuxièmement, ce sont en général des réserves à ciel ouvert où il y a énormément d'évaporation et le flux évaporatoire fait qu'une grande partie, jusqu'à 30%, repart dans l'atmosphère. Donc c'est une perte directe de cette eau qui ne va pas justement s'infiltrer dans les milieux souterrains qui sont déjà extrêmement sensibles. Et puis il y a un problème de territoire et d'aménagement du territoire et c'est-à-dire que ça peut favoriser en fait certains grands agriculteurs et complètement défavoriser d'autres, puisque si les autres qui pompent dans la nappe ont une nappe qui se retrouve extrêmement fragile, on peut avoir des disparités comme ça territoriales qu'il faut en tous les cas travailler, et que certains pays sont capables de travailler à l'échelle de la goutte d'eau pour justement essayer de récupérer cette goutte d'eau et de pas toujours penser qu'on a de l'eau à profusion. Henri Biespéré, vous savez, le sentiment des Français à écouter Emma Aziza, c'est souvent que, on le voit d'ailleurs, regardez en Saône-et-Loire les problèmes liés à l'eau en ce moment et à la sécheresse. On voit que les rivières sont ponctionnées pour l'irrigation de certaines cultures. C'est ce sentiment que l'agriculture quand même pompe le peu d'eau qui reste. Qu'est-ce que vous diriez à ça ? On partage le fait que de stocker plus n'empêche pas d'économiser et d'irriguer
et d'irriguer intelligemment. Donc, oui, mais vous savez comment c'est, hein, quand on sait qu'on a de l'eau devant soi, on a du mal à se retenir de boire. Hein, donc c'est un peu le même phénomène. Non, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas puisque avec les appareils que l'on a aujourd'hui et l'arrivée justement de pilotage de l'irrigation avec vous arrivez à rationner des outils informatiques, on utilise 20 à 25% de moins d'eau à l'hectare qu'on ne faisait il y a quelques années. Oui, vous voulez dire que les techniques agricoles ont évolué dans ce sens. Les techniques agricoles ont évolué. Peut-être pas assez vite, Henri. On sait aussi... Ah mais non, mais c'est jamais assez vite. Mais l'agriculture ne peut pas aller vite. Oui, mais la sécheresse, elle s'emballe. La sécheresse, elle s'emballe. C'est ça le problème. C'est que il faut coller un petit peu au changement climatique le plus vite possible. Même si on veut aller très très vite, l'agriculture ne peut pas aller vite. Voilà. Donc il y a le cycle des saisons, il est comme il est. On sait que quand on fait des cultures intermédiaires l'hiver, on rend le sol aussi un peu plus perméable justement aux orages, et au lieu d'éviter qu'il ravine les parcelles, eh bien il y a plus d'eau qui s'infiltre et donc qui vient aussi se mettre un peu en profondeur. Donc on a amélioré nos techniques culturales. Le stockage de l'eau, bien sûr, ne nous exonère pas de regarder aussi dans la rotation des cultures comment mettre des cultures d'eau. Donc c'est tout un ensemble d'éléments. Mais de dire il faut arrêter de construire des retenues et ne faire que adapter, voilà, on est dans l'époque du en même temps, donc je crois qu'on peut en même temps construire des réserves d'eau et aussi adapter nos pratiques et nos cultures. Oui, la voie du milieu. Je suis heureux de voir que le ministre, d'ailleurs, le nouveau ministre de l'Agriculture, Monsieur de Normandie, le dit, hein, il faut construire des retenues d'eau. On a pris trop de retard. Nos voisins espagnols stockent un peu moins de la moitié de leurs besoins à nous. Nous, on est à moins de 5%, 4,7% en France. On va demander à Emma Aziza ce qu'elle en pense. Il y a en filigrane le spectre du remembrement, hein, dont on pense qu'il a quand même largement contribué à cet écoulement des eaux, au manque de retenue. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans le paysage français ? Alors, vous savez, quand vous êtes hydrologue, justement, en général, vous regardez les rivières et vous regardez la qualité de l'eau des rivières. Et donc, en général, c'est le marqueur direct de notre manière de vivre, que ce soit à travers les villes ou que ce soit à travers les champs, j'ai envie de dire, puisque, en fait, on retrouve dans nos rivières tous les résidus que l'on va avoir, notamment les hormones en quantité extrêmement importante, les antidépresseurs, les antibiotiques, tout ça se retrouve dans nos rivières. Et tous les intrants, mais il n'y a pas que ça qu'on retrouve dans nos rivières, c'est ce que j'allais vous dire. On retrouve énormément d'intrants, énormément de pesticides, et notamment des pesticides qui sont interdits en Europe, qui sont amenés encore illégalement et qu'on retrouve dans nos rivières en France. Ça a un véritable impact sur les populations piscicoles. Et derrière, forcément, moins il y a d'eau, plus la concentration est forte. Hein, par définition. Et donc, c'est ce que j'allais dire, c'est que le deuxième problème, au-delà du problème de quantité, c'est le problème de qualité. Parce que si vous n'avez plus de quantité pour permettre justement à l'eau de se renouveler en profondeur ou en superficie, bah finalement, c'est un vrai problème sur la qualité. Et je pense que, et je me permets de parler justement à un expert du sujet sur le plan agricole, je pense qu'il va falloir travailler de manière extrêmement active justement sur cette qualité de l'eau, sur le fait de travailler sur d'autres solutions alternatives que les pesticides. Et encore une dernière chose, vous avez des solutions qui sont travaillées dans le monde de la recherche universitaire. J'ai lu énormément de thèses passionnantes, notamment par exemple sur le rôle prépondérant du trèfle blanc dans la modulation de l'impact d'une sécheresse extrême. Ce sont des petites choses et qui sont travaillées à l'échelle de spécialistes et qui ne sont pas ensuite mises en évidence et finalement mises en place sur les territoires. Il faut qu'on aille chercher ces savoirs, qu'on les mette à disposition de ces personnes, nos scientifiques, nos agronomes, et qu'on crée des liens entre les deux, parce qu'il y a des solutions beaucoup plus naturelles que justement le fait de modifier encore une fois des espèces pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles conditions. Je pense qu'il va falloir surtout travailler sur la qualité des sols, parce que la qualité des sols, ça a un impact énorme sur le plan notamment du risque inondation, puisque nos sols ne tiennent plus en France. Il y a des risques de ruissellement de plus en plus importants. Il faut que le sol soit une éponge en fait. Oui, et des forces de corrosion très importantes, parce que les matières en suspension, en fin de compte, sont beaucoup plus corrosives, beaucoup plus lourdes et créent beaucoup plus de dommages. Donc, si je comprends bien, vous écoutez, la sécheresse, elle est inéluctable, elle est liée à ce réchauffement climatique et c'est pas prêt de changer. Donc c'est à nous de trouver les solutions pour nous adapter et pas adapter le climat à nos besoins. Exactement. C'est toujours le cas. Je pense qu'il faut s'adapter déjà à l'échelle individuelle au lieu de vouloir adapter tout ce qu'il y a autour de nous. Henri Biespéré, encore 10 secondes peut-être, parce qu'on sent bien que les agriculteurs sont en demande. Quand Emma Aziza dit il faut travailler ensemble, il faut aller chercher les solutions scientifiques, vous êtes prêts à les appliquer si on vous les met à disposition?
On est prêt à aller les chercher, on est prêt à les appliquer. Et bon, au niveau de la FNSE, on est en train de mettre la dernière main à notre rapport d'orientation qu'on va présenter début septembre à l'ensemble de notre réseau où on parle justement des effets du réchauffement climatique. Mais on a intitulé ça « Faire du réchauffement climatique une opportunité pour l'agriculture ». Ça veut dire qu'on est prêt à saisir toutes ces opportunités, que des choses sont déjà en route. Quand on parle des ruisseaux qui ont du mal à couler, si vos routes de l'été passent par Montané, le coin où j'habite, je pourrais vous montrer une retenue d'eau qui alimente 4 ruisseaux qui, à l'heure où on parle, seraient complètement secs. Henri si on n'avait pas retenu en amont 20 millions de mètres cubes. Avec plaisir, et on s'y baignera ensemble. Hein si les vaches boivent ça après, peut-être que ça leur plaira pas trop. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes vice-président de la FNSEA, donc intéressé au premier chef par ce changement climatique qui impacte tellement le monde de l'agriculture française et mondiale, hein, il faut bien le dire. Merci Emma Aziza d'être venue nous parler d'eau. Avec plaisir. Vous avez terminé votre verre d'eau, vous ou pas? Vous en jetez jamais, j'imagine. Pas encore. Je le bois avec parcimonie cet été. Merci beaucoup. Allez, on va